scrute notre planète à distance et sous toutes les coutures, 24 heures sur 24. 2 siècles après Alexander von Humboldt, père de la géographie moderne, des drones et des satellites équipés de caméras spéciales cartographient l'état du globe terrestre au centimètre près. Leurs informations sont ensuite stockées dans de vastes réseaux informatiques et exploitées par des armées de géomaticiens. Particuliers, États ou multinationales, tout le monde s'intéresse aujourd'hui à ces données. Mais quelles seront les conséquences pour la vie sur Terre si chaque recoin de la planète est passé au crible ? Les globes et les cartes d'autrefois témoignent d'une vision du monde limitée. Mais si au Moyen-Âge, la plupart de nos ancêtres ne quittaient jamais leur région d'origine, de nos jours, une grande partie de la planète est accessible à tous. Longtemps, l'arpentage du globe a été une opération laborieuse dont le résultat laissait à désirer. Les premières maps mondes montraient des continents bizarrement déformés. Mais les méthodes à l'ancienne sont aujourd'hui révolues. Autrefois, il fallait se rendre sur le terrain et effectuer les relevés à la main. Maintenant, tout se fait avec des algorithmes qu'on injecte dans des logiciels. Les ordinateurs peuvent travailler 24 heures sur 24. C'est ce qui va nous permettre de réaliser une nouvelle cartographie de la planète. La conquête de l'espace au XXe siècle marque un tournant. Grâce aux vaisseaux spatiaux et aux satellites, nous découvrons la Terre vue de très loin. En 1957, le satellite soviétique Sputnik 1 est le premier d'une longue série d'engins placés en orbite autour de la planète. Ils vont bouleverser notre façon de nous orienter. À mon sens, ce nouvel arpentage du monde n'est pas un phénomène récent. Tout a commencé avec les premières missions spatiales. Depuis que nous envoyons des satellites en orbite, nous revenons sur toutes nos représentations. On dispose d'une multitude de satellites, optiques, radars, etc., qui effectuent de nouveaux relevés de notre planète. Non seulement ils sont de plus en plus précis, mais ils nous permettent aussi d'analyser certaines évolutions, et donc d'anticiper l'avenir. Le Big Data, l'exploitation des mégadonnées, nous promet un futur miraculeux fait de sécurité et de sérénité. Mais aujourd'hui déjà, presque à notre insu, les satellites contribuent à une automatisation croissante de nos vies. Quand nous utilisons un smartphone pour envoyer un SMS ou communiquer d'une autre façon, quand nous consultons la météo ou les horaires d'avion, presque tous ces services reposent directement ou indirectement sur les vols spatiaux et les techniques satellitaires. Au fil des siècles et des millénaires, le monde entier s'est habitué à pouvoir mesurer le temps avec une exactitude croissante, au centième ou au millième de seconde près. À l'avenir, il en sera de même pour les localisations qui seront précisées au millième de centimètre près, parce qu'il est important de pouvoir situer les objets les uns par rapport aux autres. Avec le dérèglement climatique, les périodes de sécheresse se multiplient. Les ouragans et les crues mettent en péril des régions entières et leur population. On ignore encore quels effets ces changements auront sur nous à long terme. Les géomaticiens pourraient justement nous aider à mieux les appréhender.
Puisque nous sommes condamnés à vivre sur notre planète, nous avons tous intérêt à la protéger et à l'aménager autant que possible, pour que les générations futures aient accès aux mêmes ressources que nous. C'est la grande idée du développement durable. Mais pour réaliser cet objectif politique, il nous faut des informations solides et exhaustives. Seuls les satellites d'observation de la Terre peuvent fournir ce regard objectif et indépendant. Grâce à leur position en altitude, les satellites peuvent nous aider à mieux comprendre certains phénomènes terrestres. Voici un ouragan observé depuis une orbite basse, ou les variations de la banquise au pôle Nord. En 1998, l'Union européenne a créé le programme Copernicus. Il consiste à lancer 7 satellites hyperspécialisés, baptisés Sentinelle, qui scrutent la planète grâce à leurs instruments de mesure embarqués. Ils enregistrent ainsi les mouvements des plaques tectoniques, la composition de l'air ou encore l'évolution de la végétation. Si on veut mener une réflexion globale, il ne suffit pas de savoir ce qui se passe dans un pays. Il faut une vue d'ensemble de la planète. Le gros avantage des satellites, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils considèrent le globe terrestre dans sa totalité. C'est tout l'intérêt des techniques de télédétection. La Commission européenne s'appuie sur les résultats du programme Copernicus pour adopter des mesures dans le domaine de l'environnement, de la protection civile ou de la sécurité. Les images prises par les satellites montrent des réalités extrêmement variées. La baie de Tokyo, les champs des Abruzzes en Italie, ou encore les neiges éternelles de l'Himalaya. Les couleurs arbitraires permettent aux scientifiques de distinguer par exemple la végétation des constructions. Ces images reflètent aussi la beauté de notre planète et ses structures fascinantes. Les scientifiques savent bien sûr interpréter ces motifs chamarrés. Les photos de sommets enneigés, de cours d'eau ou d'embouchures fournissent des informations précieuses, inaccessibles depuis le sol. C'est une façon de rassembler des preuves à destination du reste de l'humanité et des institutions politiques. On veut être en mesure de dire « voici les éléments objectifs dont on dispose ». On peut en déduire qu'il y a ici des processus en cours qui sont préjudiciables. Il faut les enrayer, sans quoi notre avenir est compromis. Oberpfaffenhofen en Bavière. Le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique utilise lui aussi un système satellite flambant neuf. Les satellites jumeaux de la mission Tandem X fournissent aux chercheurs des images stéréoscopiques. La mission Tandem X vise à cartographier la planète dans son intégralité. Les cartes en 3D qu'on obtient sont d'une précision au moins 30 fois supérieure à ce dont on dispose actuellement à l'échelle mondiale. À 500 km d'altitude environ, les deux satellites de conception très proche scrutent la surface de la Terre au moyen de systèmes radars. Les modèles topographiques existants sont souvent approximatifs, lacunaires et issus de sources hétérogènes. Tandem X va permettre de réaliser une cartographie uniforme à l'échelle planétaire. Les représentations produites par les ordinateurs seront donc parfaitement homogènes.
Avec le changement climatique, la planète se réchauffe et les calottes glaciaires fondent. Ça modifie par exemple la topographie du Groenland et de l'Antarctique. Tandem X nous permet de mesurer très précisément ces évolutions. Il s'agit de déplacements de quelques mètres au fil des années, dans le cas de la fonte des glaces. Le satellite nous fournit ces données qui sont aujourd'hui essentielles pour la recherche climatique. En cas de crue, les sauveteurs ont souvent du mal à cerner précisément la zone sinistrée ou à savoir quelles sont les routes encore praticables. Les satellites radars peuvent relayer très rapidement ces informations vitales. Imaginons un cours d'eau qui déborde. S'il pleut pendant plusieurs jours, comment vont évoluer les inondations? Quelles sont les zones en danger? Faut-il évacuer certaines communes? Lors des catastrophes naturelles, les satellites offrent un autre avantage. Les ondes radars ne se laissent pas arrêter par les nuages. On peut faire des prévisions très précises en 3D et diffuser l'information presque en temps réel. De nombreux domaines bénéficient de ces avancées. Prenons l'exemple de la déforestation. Il est intéressant pour nous de savoir où ont lieu les opérations de déboisement et si elles sont ou non ordonnées par les pouvoirs publics, c'est-à-dire si elles sont légales ou illégales. Ainsi, on peut faire un suivi du bilan écologique global pour la planète. L'augmentation de la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone alimente le réchauffement climatique. Les forêts, au contraire, stockent le CO2 en grande quantité, ce qui permet d'endiguer ce phénomène. On ignore toutefois la quantité exacte de gaz absorbés par les arbres chaque année. Les scientifiques veulent en savoir plus. Andreas Huth et Stefan Getzin, du Centre pour la recherche environnementale Helmholtz à Munich, veulent utiliser des drones pour mesurer le CO2 stocké par les forêts. Ces petits appareils qui volent à basse altitude sont encore plus précis que les satellites radars. Les essais ont lieu dans une forêt de Saxe plantée spécialement pour la recherche. On a la chance de disposer d'un drone bien équipé avec un scanner laser. On peut ainsi cartographier très finement les structures de la forêt en 3 dimensions. Concrètement, on peut voir avec précision la cime des arbres, calculer leur hauteur, étudier leur arborescence, bref, compter les feuilles si vous voulez. Une fois programmé, le drone survole la forêt de façon autonome, en suivant un parcours prédéfini. Les données recueillies sont précieuses car elles nous permettent d'étudier l'évolution des forêts. Par exemple, selon que l'année est sèche ou pluvieuse, on voit s'il y a un gain ou une perte de biomasse. La biomasse stocke le dioxyde de carbone. Elle est représentée ici en 3D sous la forme d'un nuage de points que les scientifiques peuvent explorer virtuellement.
Pour étudier la végétation ou les forêts, l'écologie a longtemps été confrontée à un problème. Elle a dû se contenter de moyens expérimentaux laborieux et utilisables seulement à petite échelle. Par la suite, il était difficile d'extrapoler pour appliquer les résultats obtenus à des zones plus vastes. Aujourd'hui, grâce à nos données et à nos techniques de télédétection très variées, il devient concevable de transposer ce qu'on sait du fonctionnement des écosystèmes à tout un continent. Les forêts couvrent 30% des terres de la planète et stockent environ la moitié de son CO2. Mais celles qui se trouvent entre les tropiques ont une réserve de biomasse plus élevée que les autres et absorbent ainsi 50% de dioxyde de carbone de plus. Une région comme l'Amazonie intéresse donc tout particulièrement les climatologues depuis quelques années. Avec la modélisation des forêts, on peut tenter des expériences qui étaient inenvisageables il y a encore 10 ans. On essaie par exemple de transposer un modèle à l'ensemble de l'Amazonie, c'est-à-dire de simuler le développement de la forêt tout entière. Pour ça, on a besoin de ces données satellitaires très riches. Les forêts tropicales sont particulièrement touchées par la déforestation. Ces images prises par satellite montrent la destruction des arbres dans le bassin amazonien et dans un épais nuage de fumée, le défrichage par le feu à Bornéo en Asie du Sud-Est. Sous l'eau aussi, notre planète se métamorphose. Les stocks de poissons des océans diminuent de façon inquiétante. Les accords internationaux ne suffisent pas à endiguer la pêche illégale. On estime que 20% des poissons pêchés en mer sur notre planète le sont illégalement, y compris bien sûr ceux que nous consommons. Autrement dit, un poisson sur 5 échappe aux statistiques, ce qui contribue à la surpêche. Les grands chalutiers peuvent pêcher jusqu'à 200 tonnes de poissons par jour, préparés directement à bord du bateau. Bien souvent, les équipages attrapent tout ce qu'ils peuvent, sans se préoccuper de la législation. La pêche illégale concerne surtout la haute mer et les eaux des pays en développement. Il existe toutes sortes de combines pour faire entrer ces poissons en contrebande sur le marché légal et les étiqueter comme des prises légales. Ensuite, ils atterrissent dans nos assiettes. La demande mondiale de thon en particulier ne cesse d'augmenter depuis que la vogue des sushis a conquis toute la planète. Le poisson est devenu un aliment à la mode et nous en consommons tellement que les stocks ne peuvent plus se renouveler. L'Union européenne fait ce qu'elle peut pour détecter les prises illégales et les écarter des filières commerciales, mais cette pratique subsiste. Un casse-tête pour le consommateur, qui a du mal à s'y retrouver. La grande distribution a mis en place de nouveaux systèmes d'identification. Un code-barre informe les clients sur la provenance du poisson. Un dispositif efficace pour les prises issues des eaux européennes, mais qui n'empêche pas la pêche illégale dans les pays en développement. Les satellites d'observation terrestre peuvent contribuer à enrayer ce phénomène. Le projet Eyes on the Seas utilise les communications émises par les bateaux de pêche et les images des satellites radars. Leur analyse permet de déterminer si un chalutier s'attarde dans des eaux territoriales où il n'a rien à faire. Un itinéraire inhabituel ou un brusque changement de vitesse peuvent aussi être des indices.
En dehors du domaine militaire, il existait peu d'applications permettant d'exploiter autant de données. Les informations existaient, mais elles ne circulaient pas. C'est leur mise en commun qui constitue l'intérêt de ce programme. Les Seychelles ont été l'un des premiers pays à bénéficier du projet Eyes on the Seas. L'archipel vit du tourisme et de la pêche, grâce à une zone économique exclusive représentant près de 2,5 fois la surface de la France métropolitaine. Mais souvent, les pêcheurs locaux rentrent bredouilles de leur sortie en mer. La pêche au thon a ainsi fortement reculé. Un nombre croissant de chalutiers étrangers s'introduisent sans autorisation dans les eaux des Seychelles pour y pêcher en toute illégalité. La pêche est l'un des deux piliers de notre économie. Nous dépendons beaucoup de cette activité qui crée des emplois et garantit notre sécurité alimentaire. Il est donc très important pour nous de savoir ce qui se passe dans nos eaux, qu'il s'agisse de pêche légale ou illégale. Le fléau de la pêche illégale a gagné tout le littoral africain. Dans beaucoup de pays, l'économie locale pâtit fortement du pillage des eaux. Plusieurs États d'Afrique orientale ont uni leurs forces afin de traquer les pêcheurs hors la loi. C'est la seule solution pour espérer en venir à bout. Quand un chalutier se présente, toutes les autorités portuaires du monde doivent avoir accès aux informations nécessaires pour savoir s'il a un passé d'activité illégale. C'est la seule façon pour elles de prendre la bonne décision. Mahé, la principale île des Seychelles, héberge le plus grand port de thon de l'Afrique orientale. Désormais, lorsque les inspecteurs des pêches montent à bord d'un chalutier, c'est en connaissance de cause. Maintenant, avec le système de surveillance des navires, les équipages y réfléchissent à 2 fois avant de venir piller nos poissons. On peut détecter les chalutiers rapidement, les identifier et entamer des procédures judiciaires s'ils se livrent à des activités illégales dans nos eaux territoriales. Cette surveillance repose sur le système d'identification automatique, ou SIA, dont sont équipés tous les grands navires. Les satellites captent les ondes radio émises et les gardes-côtes des Seychelles sont ainsi en mesure de repérer les chalutiers qui enfreignent la loi. Si je veux connaître le nom de ce navire, je n'ai qu'à passer dessus avec ma souris et l'information s'affiche. Si je veux plus de détails, je clique et je vois par exemple son pavillon. Je peux connaître aussi ses coordonnées et sa méthode de pêche. Quand on voit qu'un navire réduit sa vitesse ou décrit des zigzags, on peut être sûr que c'est pour remplir son chalut. Les itinéraires en forme de banane indiquent aussi en général que 2 navires sont en train de ratisser une zone pour attraper du poisson. Les experts connaissent très bien ces comportements, qui cachent souvent une activité frauduleuse. Les satellites sont souvent les seuls instruments permettant d'observer ce qui se passe en haute mer. Par exemple, les allées et venues des navires pétroliers, régulièrement responsables de pollution massive. Le commandement général des urgences maritimes à Cuxhaven, dans le nord de l'Allemagne, est chargé de surveiller la mer du Nord et la Baltique. Ces équipes exploitent les données transmises par les satellites pour traquer les pollueurs. Pour des raisons d'économie, les navires citernes viennent souvent déverser leurs résidus de pétrole en mer.
Une demi-heure après le survol du satellite, on obtient une première analyse. Et dans l'heure qui suit, on peut disposer d'un avion prêt à décoller si ça nous paraît nécessaire après exploitation des images. Quand on repère quelque chose de suspect, on envoie l'avion dans la zone concernée pour vérifier ce qui se passe sur place. Autrefois, les avions devaient surveiller de grandes étendues maritimes. Une vraie gageure. Désormais, ils ne décollent que si les autorités soupçonnent une infraction. L'avantage de la surveillance par satellite, c'est qu'elle couvre une surface immense. Ça nous évite des heures de vol. En plus, les satellites radars fonctionnent jour et nuit et ils ne sont pas gênés par les intempéries. Autrement dit, on peut repérer un mouton noir même en pleine nuit. Les satellites occupent une place croissante dans notre quotidien. Sans même y penser, nous sommes par exemple habitués à pouvoir déterminer à tout moment notre position exacte. Autant dire que nos sociétés seraient pratiquement à l'arrêt si elles étaient privées du système mondial de positionnement, ou GPS. La trentaine de satellites du GPS envoient un signal indiquant l'instant exact d'émission. Les récepteurs perçoivent ce signal avec un décalage, puisque les satellites se trouvent à une distance variable de la planète. Un petit ordinateur embarqué dans nos téléphones portables calcule la différence temporelle et détermine sa propre position à la surface de la planète. Nous utilisons cette technique sur nos smartphones, tablettes et systèmes de navigation automobile. Le GPS, accessible dans le monde entier, est cependant un programme de l'armée américaine, ce qui ne plaît pas à tout le monde. L'Agence spatiale européenne, ESA, est ainsi en train d'élaborer son propre système, Galileo. Au centre de mission d'Oberpfaffenhofen, une équipe d'experts supervise la mise en œuvre de ce projet ambitieux. À la clé, l'indépendance des Européens vis-à-vis de la puissance spatiale américaine et le rattrapage de leur retard technologique au sol. Une constellation de 30 satellites est mise en orbite progressivement à 23 000 km d'altitude. Du point de vue de leur fonctionnalité et de la technologie employée, les deux systèmes sont équivalents. La grosse différence, c'est qu'avec Galileo, l'Europe cessera de dépendre d'un système de l'armée américaine. Les pays de l'Union européenne ne sont pas les premiers à vouloir s'émanciper. La Russie et la Chine disposent déjà de leur propre système de géolocalisation. Car en théorie, les États-Unis pourraient à tout moment décider d'affaiblir ou de couper le signal GPS purement et simplement. Les chercheurs voient cependant plus loin. Ensemble, le GPS et Galileo disposeront de plus de 60 satellites. Plus qu'une concurrence, un atout. On ne va pas abandonner complètement le GPS pour Galileo. Dans les régions où la couverture GPS laisse à désirer, on gagnera au change. Dans les canyons urbains, les montagnes ou les vallées encaissées, il sera plus facile de s'orienter par la navigation satellite. Les satellites ne sont pas les seuls instruments des cartographes d'aujourd'hui. Beaucoup de données sont encore recueillies sur le terrain, car les systèmes de navigation de nos voitures, notamment, ont besoin d'informations complémentaires aux observations réalisées depuis l'espace. Par exemple, la vitesse maximale autorisée sur un tronçon donné, ou la date d'ouverture d'une nouvelle bretelle d'autoroute. Les géants comme Apple, Google ou Nokia préparent déjà l'avenir.
Les cartes de demain ne sont pas forcément destinées à l'homme. Elles doivent surtout pouvoir être lues par des ordinateurs. On parle parfois de dark map, de carte noire, car on ne vise pas la clarté visuelle. On veut permettre à un ordinateur de réaliser certaines opérations. Les géomaticiens du monde entier enrichissent ces cartes informatiques au quotidien avec des données actualisées. Des véhicules spéciaux équipés de détecteurs laser enregistrent le tracé des routes ou l'emplacement des bâtiments. À partir du nuage de points ainsi obtenu, des supercalculateurs produisent une représentation du monde qui n'a plus grand-chose à voir avec les atlas et les plans d'autrefois. Ces cartes seront un décalque parfait de la réalité. C'est pourquoi nous l'appelons en anglais Reality Index. Elles décriront le monde avec une précision et une fidélité maximale, sans doute en temps réel. Le but est que tout le monde puisse s'y orienter et que la moindre modification soit prise en compte, notamment pour les applications qui ne laissent aucune place à l'erreur, comme la conduite autonome. Bientôt, des véhicules banalisés, équipés de capteurs et de caméras, alimenteront ces cartes. Et nous pourrons nous en remettre à la dark map pour calculer nos itinéraires. Mais qu'en est-il de l'impartialité des choix préconisés par les ordinateurs ? Quand un véhicule se rend d'un point A à un point B, on peut imaginer par exemple de le faire passer devant certains panneaux publicitaires. Ça paraît peut-être tiré par les cheveux, mais la question est légitime. Est-ce qu'un conditionnement de ce type est envisageable ? La collecte d'informations effrénée par les réseaux sociaux et les services secrets fait craindre à beaucoup une surveillance totale. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que nous sommes déjà aujourd'hui des Big Brother. Car dans nos sociétés où le numérique est tout-puissant, nous jouons le jeu en mesurant de plus en plus nos moindres activités. De nombreuses technologies nous permettent désormais de connaître l'emplacement exact d'une personne ou d'un objet muni d'un boîtier de géolocalisation. Par exemple, d'un enfant portant une montre GPS. Va un peu dans le jardin, qu'on voit si ça marche, ok ? Certains parents sont inquiets quand leur enfant disparaît de leur champ de vision. On trouve désormais dans le commerce un vaste assortiment de bracelets et montres GPS pour tous les âges. Grâce aux satellites et aux téléphones portables, les parents peuvent ainsi savoir en permanence où se trouve leur enfant et même à quelle vitesse il se déplace. Ici, Annette suit les déplacements de son fils sur un écran. La promesse, un sentiment de sécurité accru. Les parents se trouvent face à un dilemme parce qu'ils ne savent pas à quelle fréquence ils doivent contrôler les faits et gestes de leur enfant. Est-ce qu'il suffit de vérifier où il se trouve toutes les heures ou toutes les 10 minutes ? Mais il peut se passer beaucoup de choses en 10 minutes. Le destin n'est plus le jouet de la providence divine, car c'est nous qui le tenons entre nos mains. Nous sommes dès lors responsables s'il arrive quoi que ce soit à notre enfant. Nous ressentons en permanence la pression, l'obligation de nous assurer que tout va bien. C'en est peut-être fini de l'insouciance dans nos rapports avec les plus petits. Autrefois, les enfants jouaient dehors sans surveillance pendant des heures. Les nouvelles technologies nous incitent désormais à les suivre à la trace. Et c'est le souhait de beaucoup de parents.
On sait où il est. Si je l'envoie faire une course, c'est rassurant pour moi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour lui. C'est quelque chose de particulier d'aller se promener tout seul, de faire pour la première fois le trajet de l'école ou du terrain de jeu sans adulte. Là, il a toujours l'impression que maman est derrière lui. Malheureusement, toutes ces possibilités techniques nous poussent à avoir des prétentions démesurées. On se fait un devoir absolu d'être heureux et de tout contrôler à la perfection. Le problème qui se pose n'est donc plus celui de la technologie, mais celui de notre hubris, notre ambition démesurée. On se laisse séduire par ce vieux rêve d'un paradis sur Terre, en croyant que chaque nouvelle invention va régler tous nos problèmes. Le numérique est de plus en plus présent dans nos existences. Ainsi, il est devenu courant de mesurer nos propres fonctions corporelles. Les sportifs utilisent couramment des téléphones intégrant des puces GPS. Un capteur de fréquence cardiaque permet de mesurer l'intensité d'une séance de sport et le nombre de calories brûlées. Grâce au GPS, le téléphone portable détermine la distance courue, tandis qu'un capteur d'accélération analyse la vitesse du sportif. C'est très utile pour les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires qui peuvent ainsi surveiller leur rythme cardiaque. Les nouvelles montres intelligentes communiquent même les données directement au médecin traitant. Il faudra désormais compter avec les satellites dans le domaine de la santé. Mais en matière de nouvelles technologies, c'est généralement l'armée qui dispose des ressources les plus avancées. Le drone de surveillance américain MQ-9 Reaper embarque une caméra tellement précise qu'elle permet de lire une plaque minéralogique à 3 km. L'appareil est commandé à distance depuis une base militaire et ne se contente pas de faire de la reconnaissance. C'est aussi un drone de combat redoutable. Le Reaper nous permet de faire de l'espionnage, de la surveillance et de la reconnaissance, mais aussi de l'appui aérien rapproché. Il fournit des images à nos forces au sol, mais en plus, en cas de problème, il peut intervenir pour éliminer l'ennemi. Les drones sans pilote ont bouleversé les méthodes de combat. Ils n'existeraient pas sans les systèmes GPS de haute définition, précis au centimètre près. Notre flux vidéo est suivi en temps réel partout dans le pays et même dans le monde. Beaucoup de gens dépendent de l'image qu'on leur fournit. La guerre des drones, menée par les Américains, a soulevé un débat moral autour de cette technologie. Les drones sont encore pilotés par des hommes. Mais l'industrie de l'armement développe actuellement des robots de combat capables de prendre des décisions stratégiques en toute autonomie. Impossible cependant de gagner tous les conflits dans les airs. En Afghanistan, par exemple, les forces internationales de sécurité étaient en difficulté dans une région sur laquelle ils disposaient de trop peu d'informations. Le risque d'embuscade et les pièges explosifs faisaient de chaque patrouille une expédition à risque. L'armée allemande, de plus en plus présente sur des théâtres d'opérations extérieures, mène des recherches sur les techniques de télédétection. Le système mis au point par Berthold Wink de l'université de la Bundeswehr à Munich fournira bientôt aux troupes un visuel hyper réaliste de leur zone d'intervention.
C'est le mode de prise de vue qui est révolutionnaire. On n'utilise plus que des photos. Elles nous permettent de déduire les informations qu'on obtenait auparavant avec des instruments de mesure classiques et qui demandaient un travail considérable. Là, on se déplace à distance dans la zone concernée, avec des capteurs sans contact qui prennent les photos dont on a besoin. On en tire ensuite les cartes ou les informations géographiques qu'il nous faut. Grâce au modèle numérique réalisé par Berthold Wink, l'utilisateur peut explorer virtuellement cette vallée afghane. Chaque pierre, chaque arbre est identifiable. Un avion de reconnaissance a réalisé les photos nécessaires, puis un ordinateur a recréé ce paysage en 3D. Si on voulait construire un pont dans cette vallée pour des raisons stratégiques, on n'aurait même pas besoin de se rendre sur place pour effectuer des relevés. C'est ce qu'on faisait autrefois, et c'était une entreprise de longue haleine. Les équipes d'arpentage devaient passer des journées entières sur site pour obtenir le même degré de détail. Des modèles de qualité photographique, comme ce centre d'exercice militaire, permettront à l'avenir de préparer une intervention armée grâce à une simulation sur ordinateur. Quelles sont les fenêtres et les portes les mieux adaptées pour un assaut? Le bâtiment a-t-il des ouvertures non surveillées? Nous testons en ce moment ces technologies en assemblant les modules de visualisation et les différents systèmes optiques. Le but est d'obtenir une nouvelle image de la Terre, telle qu'elle se présente à nous. Ces technologies ne serviront pas seulement en contexte de guerre, mais permettront aussi d'améliorer la sécurité routière. Les accidents de la route font chaque année plus d'1 million de morts dans le monde. Des voitures robots pourraient changer la donne. Le rôle des véhicules autonomes est amené à se développer. C'est un processus en cours. On intègre de plus en plus de composants partiellement autonomes dans les voitures et l'objectif est d'aboutir à une conduite complètement autonome et connectée. Les constructeurs automobiles traditionnels ne sont pas les seuls sur les rangs. En matière de véhicules autonomes, la course au concept novateur a commencé depuis longtemps. La voiture Google, révolutionnaire, n'a déjà plus de volant. Chez les constructeurs classiques, le conducteur occupe encore sa place habituelle. Mais les systèmes d'assistance le déchargent de plus en plus. En Europe, les voitures robots ressemblent à s'y méprendre aux véhicules que nous connaissons. La mobilité est un enjeu d'avenir qui va se jouer sur la route. De plus en plus de voitures test circulent ainsi toutes seules sur des tronçons vides. Bientôt, il nous suffira d'appuyer sur un bouton pour arriver à destination. Guidés par satellite, plus sûrs, ces véhicules sont aussi plus économes et respectueux de l'environnement. Plusieurs constructeurs automobiles ont déjà montré, avec des véhicules expérimentaux, que la conduite autonome était possible hors circuit d'essai, sur des autoroutes, des routes de campagne ou encore des voies urbaines. L'ordinateur de bord du véhicule s'oriente grâce aux données satellitaires et à des stations radars miniatures embarquées. Sur ce tronçon d'une centaine de kilomètres, reliant Mannheim à Pforzheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne, un véhicule autonome expérimental doit maîtriser des situations complexes sous l'œil vigilant d'une équipe d'ingénieurs en cabine de contrôle. Il croise des feux, des ronds-points, des piétons et des cyclistes.
Pour l'instant, il y a encore quelqu'un au volant. À l'avenir, il n'y aura même plus besoin d'un conducteur pour surveiller le véhicule. La voiture saura par elle-même ce qu'elle a à faire. Le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique a mis au point son propre véhicule test, le robot mobile. Il doit se débrouiller partout, quelles que soient les cartes disponibles, les routes et les systèmes de régulation de la circulation en place. Le robot mobile s'inspire des principes de la robotique spatiale, c'est-à-dire qu'il ne suit pas a priori des règles de circulation particulières, mais qu'il commence par essayer de se repérer dans un environnement qu'il reconfigure. Il identifie les obstacles, les éléments mobiles et immobiles, et il en produit une représentation abstraite qui va servir pour le plus grand nombre d'applications possibles. La recherche s'intéresse aussi aux systèmes permettant aux véhicules de communiquer entre eux dans le but d'éviter embouteillages et accidents. Une colonne de voitures intelligentes permettrait d'optimiser le flux de circulation et rendrait possible une conduite pare-choc contre pare-choc en petits groupes. C'est ce qu'on appelle le platooning. Avec le platooning, les voitures peuvent rouler l'une derrière l'autre à grande vitesse sur l'autoroute, au-delà de 100 km/h, sans respecter la distance de sécurité habituelle, à peine à 20 cm l'une de l'autre. Le passager a tout le loisir, en théorie, de boire un café, travailler sur son ordinateur ou téléphoner. Pour ça, les capteurs doivent permettre aux voitures de détecter instantanément les modifications de la circulation et d'y réagir en temps réel. Il faut aussi que les voitures communiquent entre elles. Quand celle de devant prévient qu'elle va freiner, celle qui suit adapte sa vitesse en conséquence. L'erreur humaine joue un rôle décisif dans 90% des accidents. Si on parvenait à éliminer ce facteur, ça aurait un effet considérable sur les statistiques routières. Si les véhicules autonomes nous promettent une circulation optimisée, ils suscitent également des inquiétudes. Sont-ils aussi sûrs que l'affirment les constructeurs ? Juristes, ingénieurs et spécialistes des transports débattent d'une autre question épineuse. Qui est responsable en cas de problème ? À qui la faute si une voiture autonome provoque un accident? L'ingénieur électronique? Le développeur du logiciel? Le constructeur automobile? Le revendeur? Ou l'occupant passif du véhicule? Certaines situations de dilemme peuvent poser problème. Dans cette simulation, il est trop tard pour freiner. La voiture doit déterminer en une fraction de seconde si elle va percuter une petite fille ou un vieux monsieur. La décision est préprogrammée dans l'ordinateur de bord. Mais qui la définit ? Le véhicule proprement dit ne peut rien décider. Mais les programmeurs doivent anticiper ce cas de figure et choisir qui il va tamponner. Les techniques de mesure modernes nous offrent des possibilités inespérées. Mais l'humanité n'a peut-être pas envie de se reposer exclusivement sur le savoir-faire des ingénieurs et des programmeurs. Grâce aux satellites, nous disposons aujourd'hui d'une image plus précise que jamais de notre planète. La navigation par satellite est une technologie essentielle. On ignore jusqu'où elle va nous mener et quelles seront les conséquences, mais elle va encore gagner en importance. Le point le plus reculé de la planète peut désormais être représenté sous forme de modèle 3D d'une précision extrême.
On se demande toujours si on ne va pas trop loin, si on n'a pas suffisamment d'informations comme ça. Ce n'est pas la quantité de données qui compte, mais leur exploitation. Un jeu de données peut être inexploitable à 99%, mais le 1% restant sera décisif. Et ces données d'aujourd'hui sont la richesse de demain. Les systèmes GPS et Galileo fournissent la position au centimètre près des voitures, des avions, des navires et même des hommes. Comment feriez-vous pour vous passer de cartes géographiques? Nous avons un besoin fondamental de savoir où nous nous trouvons, où nous allons et ce qui nous attend. C'est à cela que servaient les cartes autrefois, et ce rôle va encore s'accroître. Reste à savoir si ces innovations contribueront vraiment à faciliter la vie de tous. Vouloir mesurer la planète sous toutes ses coutures reste productif tant qu'on ne verse pas dans la démesure, dans l'arrogance. Il ne faut pas croire que la technologie va nous offrir un monde idyllique. Il est très important de ne pas nous déresponsabiliser et de continuer à écouter notre intuition, notre rythme biologique et notre sensibilité. On ne peut pas laisser une carte électronique ou un algorithme nous dicter nos décisions. L'arpentage du monde au XXIe siècle ouvre des possibilités infinies mais recèle aussi des risques. Pendant que les chercheurs rêvent d'exploiter le big data, les sceptiques posent la question de la protection des données et de la vie privée. La révolution technologique n'a pas fini de nous confronter à de nouveaux défis.